Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Maxime et c'est parti pour l'épisode 2 de CCV. Et pour cet épisode 2, on va s'attaquer à des choses beaucoup plus concrètes, c'est-à-dire le néopaganisme. Donc je vous avais dit qu'il n'y aurait pas besoin de grosses cultures en magie, etc. pour commencer CCV. Et ben c'est simple, là aujourd'hui on s'attaque à un gros concept pour pouvoir décliner des petits concepts par la suite. Donc le paganisme, qu'est-ce que c'est ? Le paganisme en fait c'est un mot qui vient de paganus en latin, qui sert à désigner tous ceux qui ne sont pas chrétiens, ou bien leurs dieux. On dit les païens, les dieux païens. Plus largement, on parle des païens pour les gens de l'endroit, donc les gens qui habitent à cet endroit-là, ce sont les païens, et les chrétiens sont les aliénis, donc les gens d'ailleurs. À l'origine du néopaganisme, il y a une fascination en fait pour ces cultures antiques. Les gens vont commencer à rechercher à nouveau les cultures antiques qui ont été oubliées de par le passage de la christianisation, qui a été assez violent et radical toute l'Europe. Ici on va se concentrer sur l'Europe, mais dans le monde il y a quand même pas mal d'autres religions qui sont restées païennes entre guillemets, comme l'hindouisme, le taoïsme ou le shintoïsme, qui sont les plus connus, mais on a aussi le chamanisme de Sibérie et l'animisme. Ce mot a longtemps été utilisé de façon péjorative par les chrétiens. Dans les textes ça reste un peu plus ambigu, mais dans les faits, être païen c'était vraiment pas cool. Mais c'est seulement à partir de 370 dans le code théodosien qu'ils emploient le terme paganus pour désigner ceux qui pratiquent la magie, ceux qui sont considérés comme superstitieux ou dans l'erreur. C'est là que le terme paganus prend un sens beaucoup plus large. Aujourd'hui on va plutôt parler de néopaganisme plutôt que de paganisme, sauf pour les religions que j'ai citées tout à l'heure. Ce phénomène est dû à la déchristianisation des pays occidentaux, et les gens redécouvrent les cultures païennes. De nos jours, on a quand même assez une mauvaise image du paganisme, puisqu'il a souffert au début du XXe siècle, car il a été utilisé par les fascistes et les nazis comme un moyen de lutte contre le christianisme, par le biais du culte de la force, de la virilité, du chef, de l'État, ce qui est d'ailleurs à l'origine de plusieurs délires un peu chelous sur les nazis religieux ou les théories du complot. Dans le cadre mondial moderne, les néo-païens ont rejoint entre guillemets les autres religions en 1998 avec les autres religions polythéistes au Congrès mondial des religions ethniques. Et ils espèrent être reconnus comme une religion à part entière. Maintenant, je vais parler un peu plus de néopaganisme. Le néopaganisme apparaît il y a quelques siècles avec des premiers cultes consacrés aux divinités pré-chrétiennes. Ils seront portés par des courants ésotériques et les poètes romantiques qui refusent les philosophies lumière et leur modernité. Même s'ils sont très peu et surtout très faibles entre le 15e et le 19e siècle, les néopaganistes sont alors à ce moment un mouvement de résurgence du paganisme antique influencé par l'apport des religions polythéistes qui sont extra-européennes. Par exemple tout le folklore celtique, le vaudou, la magie, l'ésotérisme. C'est essentiellement à partir de ce moment que la mouvance religieuse, entre guillemets, commence à prendre forme. Toutefois, elle a pris de nombreuses voies et qui sont parfois complètement différentes dans leurs inspirations. Depuis la fin du XXe siècle, le phénomène est de plus en plus connu au public, poussé par les vagues de retour sur Terre, on va dire, par exemple le New Age, le véganisme, etc. C'est surtout répandu dans les pays nordiques et anglo-saxons, mais ça fait de plus en plus d'adeptes en Europe orientale, et même dans certains pays latins. Ce néopaganisme fait rapport à un paganisme ancien, mais de plus en plus on voit apparaître un paganisme reconstruit, entre guillemets, de toutes pièces réassemblées, qui n'est plus finalement pareil que le paganisme original. Il y a des différences qui sont flagrantes, comme l'absence de marque entre le sacré et le profane. Finalement, on va plutôt considérer que c'est un héritier du panthéisme. Le néopaganisme trouve sa différence dans le fait qu'il comporte différents mouvements dont la nature et la répartition géographique sont liées à celles des religions anciennes dont il s'inspire. L'odinisme, ou Astaru, fondé sur la mythologie nordique, est présent dans les pays nordiques, logique, tandis que le néo-druidisme est implanté dans les anciens pays celtes et anglo-saxons. On a encore même l'hellénisme ou le dodécathéisme, qui sont fondés sur les religions grecques antiques, et Nova Roma sur la religion de la Rome antique. La Wicca aussi, qui reprend des éléments du folklore anglo-saxon, mais qui s'est d'abord diffusée en Amérique. Enfin, c'est là où elle s'est diffusée le plus massivement. Et là,
à force de ces différentes branches du néopaganisme, on va dire, on a une division du néopaganisme. Le néopaganisme de base se fonde sur le refus, parfois virulent, des valeurs et des dogmes chrétiens. Par sa nature, il s'oppose aux religions universelles et prosélytes comme le christianisme, l'islam. La principale composante culturelle de ce néopaganisme est une conception panthéiste ou polythéiste, ça dépend, ça peut même être les deux. Le néopaganisme occidental se manifeste principalement par la réapparition des cultes consacrés aux divinités pré-chrétiennes. Je l'ai dit au moins 36 fois. Clairement, si tu ne le sais pas à partir de ce moment-là de la vidéo, c'est que tu n'as absolument pas écouté. La résurgence actuelle du paganisme conserve cette ambivalence entre la spiritualité alternative au christianisme et l'ethnicisme identitaire, c'est-à-dire le culte de l'identité ethnique. C'est-à-dire que on garde des religions qui sont fondées sur un endroit. Et là, on a deux mouvements du néopaganisme qui sont finalement présentés. On a le paganisme identitaire qui peut se résumer à l'idée suivante: à une terre correspondent un peuple et une religion donnée. Les païens identitaires ne veulent pas entendre parler du néopaganisme. Pour eux, c'est des vrais païens. Ils ont récupéré la religion de leurs ancêtres. Il s'agit la plupart du temps d'une reconstruction d'une religion pré-chrétienne fondée sur des recherches historiques, entre guillemets. On a des traditions culturelles précises et généralement des fondements ethniques. D'ailleurs, si vous cherchez, si vous vous renseignez un peu, vous verrez que généralement ils sont associés à l'extrême droite. Parallèlement, on a une forme de néopaganisme qui est différente, qui rejette les dogmes et la misogynie du monde monothéiste et qui veulent une spiritualité en fait plus ouverte, qui sont en accord avec leurs convictions personnelles. Cependant, il existe différentes formes de ce néopaganisme qui renvoient à un discours écolo-panthéiste de nature universaliste et avec un paganisme créé de toutes pièces. Et là, on a plutôt un paganisme reconstitué, on va dire. On a pris des petits morceaux de ça et de là qui nous allaient bien et on a fait notre petite religion, quoi. Clairement, c'est ça, cette deuxième branche du néopaganisme. Et vous en avez sûrement entendu l'un ou l'autre dans les médias. Même si le paganisme identitaire occulte un peu le reste, les autres paganismes dans les médias, vous avez tous déjà entendu du New Age ou de la Wicca. C'est des choses qui sont pas mal répandues aussi. Et depuis sa création, le fait qu'il soit séparé en deux ne fait que se renforcer. D'un côté ceux qui défendent les thèses ethniques et anti-mondialistes, tandis que les autres prônent la tolérance absolue à la différence et une forme de syncrétisme mondial. Et franchement, c'est une parfaite opposition. Clairement, si vous vouliez prouver que un truc est contraire à l'autre, vous n'avez pas pire. Faut bien se dire que vous avez des religions avec des réformes, c'est-à-dire par exemple la réforme protestante, c'est une réforme de la religion catholique. Certes, il y a des différences, mais là, on parle carrément d'un mouvement contraire, hein, clairement, mais qui garde le même nom, et pour les non-initiés, qui est la même chose en fait. Je pense sérieusement que cette séparation du mouvement néo-païen est due en fait à la christianisation. Les chrétiens, ils sont un peu arrivés avec leur religion et leur ont dit soit vous adoptez notre religion, soit on vous défonce, on vous marave la gueule, clairement, ça va mal se passer pour vous. Il y a même notre cher ami Charlemagne, en 785, qui fait une loi, les païens doivent se convertir sous peine de condamnation à mort. Je pense que là, on a deux groupes. Un groupe qui s'est senti agressé et qui a décidé de se renfermer sur lui-même, et un autre groupe qui s'est senti aussi agressé forcément, hein, mais qui lui a décidé de ne pas reproduire les mêmes erreurs, et est devenu un mouvement très tolérant, pour prouver qu'il pouvait être meilleur en fait que le christianisme. C'est assez difficile d'évaluer le nombre de païens en France. Les mouvements sont peu structurés, certains se réalisent seuls, d'autres dans l'anonymat. Les deux mouvements rassemblés restent même très minoritaires, quelques milliers seulement. Depuis les années 2000, la Wicca, notamment, est de plus en plus grande. Il y a de plus en plus d'adeptes, et c'est de plus en plus connu. Mais ça reste très volatile, je sais pas, vous vous rendez compte. On a des religions comme la chrétienté qui sont là depuis des millions d'années, et là on a un petit mouvement, wouhou, 17 ans qu'on est là, c'est cool, hein. Les païens identitaires, eux, existent depuis 1968. Leur croyance est bien plus stable, mais c'est toujours pas assez, car ils sont restés très minoritaires. Je vais vous raconter un truc très drôle. Vous allez sur internet et vous avez un moyen très simple de différencier un site de païen ouvert d'un site de païen identitaire
D'un côté, on a une multiple déclinaison de pentagrammes, d'étoiles à 8 branches, symboliques des sorcières, des dégradés psychédéliques, qui sont l'apanage des Wiccans et des chamans, des sorciers. Vous en avez déjà obligatoirement vu un de ces sites, genre, où j'avais cherché comment bien dormir et ils vous proposaient des tonnes de tisanes différentes avec des trucs de noms inconnus. Et de l'autre côté, on a le site des païens identitaires qui, eux, ils veulent être efficaces, hein, clairement. Des emblèmes, les blasons de nos régions, les cartes d'Europe avec 100 couleurs différentes pour dire ok, là il y a là c'est ça, et même les drapeaux bleu blanc rouge glissés hop dans le coin de la page. Clairement, ça me rend triste que ce mouvement de païens soit séparé, et je sais pas si vous l'avez senti, mais je voulais pas prendre parti dans ma vidéo, mais je pense que j'ai quand même plutôt pris parti pour les païens qui ne sont pas les païens identitaires, puisque tout simplement ce dont j'ai envie de parler dans mes vidéos, c'est pas de païens qui sont renfermés sur eux-mêmes. Ça peut être intéressant de parler notamment de la résurgence du mouvement dodécathéiste dans une vidéo, ou de l'hellénisme, mais ça va pas faire 36 000 vidéos. Tandis que avec des mouvements plus ouverts comme la Wicca ou le néo-druidisme, il y a beaucoup plus de matière, beaucoup plus de choses à faire. C'est donc la fin de ce deuxième épisode, j'espère qu'il vous aura plu et que surtout vous aurez appris des trucs intéressants. Bye tout le monde, c'était Maxime.